Ma copine m'a dit, il faut que tu me demandes en mariage avant le mois prochain, sinon je te quitte. Tous mes amis sont fiancés. J'ai répondu, je comprends. Puis j'ai réservé une table pour un dîner romantique, je me suis agenouillé devant tout le monde et j'ai dit, je ne peux pas épouser quelqu'un qui me pose des ultimatums. Adieu. La vidéo de surveillance du restaurant montrant sa crise de nerfs est devenue virale quand moi, Lucas, 32 ans, j'ai reçu un ultimatum de ma copine au sujet d'une demande en mariage. Alors, je me suis agenouillé dans un restaurant bondé et je l'ai largué à la place. Il y a 2 semaines, Chloé, 28 ans, m'a coincé après le dîner. Ça faisait presque 2 ans qu'on était ensemble, on vivait chacun chez soi, mais elle avait un double de mes clés. Je pensais que tout allait bien. Peut-être que notre relation était un peu superficielle, mais elle était bonne. Lucas, il faut qu'on parle. Aïe. Elle m'a fait asseoir, a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler son fil Instagram. Regarde ça. Manon s'est fiancée le mois dernier. La bague de Sophie fait 3 carats. Même Stéphanie a déjà fixé une date. D'accord. Toutes mes amies se fiancent ou se marient. Je suis la seule qui reste. Chloé, ce n'est pas une course. Sa mâchoire s'est crispée. Il faut que tu me demandes en mariage avant le mois prochain. Sérieusement, j'ai 28 ans. Je ne rajeunis pas. Si tu ne peux pas t'engager, il faut que je trouve quelqu'un qui le fera. Juste comme ça. Aucune discussion sur notre relation, nos projets d'avenir, ce que nous voulions tous les deux. Juste un ultimatum avec une date butoir. Tu me poses un ultimatum pour le mariage. Je suis réaliste. Je veux être fiancé d'ici la fin du printemps. Ça te laisse 4 semaines. Si tu ne peux pas le faire, alors on n'est clairement pas sur la même longueur d'onde et je dois passer à autre chose. Et si je ne suis pas prêt? Elle a haussé les épaules. Alors j'imagine que tu seras célibataire. La froideur dans sa voix, comme si j'étais un distributeur automatique qui n'acceptait pas sa pièce. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Il n'y a rien à quoi réfléchir. Soit tu m'aimes assez pour m'épouser, soit non. 4 semaines, Lucas. C'est plus que raisonnable. Elle est partie ce soir-là. Je suis resté assis sur mon canapé pendant peut-être 2 heures, juste à digérer. Le truc, c'est que j'avais prévu de la demander en mariage. J'avais regardé des bagues il y a 3 mois. Je pensais faire quelque chose de sympa et de significatif cet été, pas à cause de la pression ou des délais, mais parce que je l'aimais. Notez le passé. L'ultimatum a tout changé. Soudain, il ne s'agissait plus de nous. Il ne s'agissait plus d'amour ou de partenariat. Il s'agissait de son calendrier, de ses amis, de son statut social. J'ai passé les 3 jours suivants à réfléchir, à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Comment elle me taguait dans des publications sur les « objectifs de couple », mais ne me demandait jamais quels étaient mes vrais objectifs. Comment elle organisait nos week-ends en fonction des restaurants les plus « instagrammables ». Comment elle parlait de « quand on sera marié », comme si c'était inévitable, comme si j'étais un accessoire de son plan de vie. J'ai trouvé des messages sur son téléphone, qu'elle avait laissé déverrouiller chez moi. Une conversation de groupe avec Manon et Sophie. OMG. Il t'a demandé ta main. Pas encore. Je lui ai donné une deadline. Il a intérêt à pas tout foirer. J'ai déjà dit à ma mère qu'on ferait probablement un mariage en automne. Et s'il dit non? Il ne le fera pas. J'ai investi 2 ans dans cette relation. Il me le doit. Elle me le doit. Comme si j'étais une dette à recouvrer. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai appelé les Crins Dorés, le restaurant le plus chic de la ville. J'ai réservé leur espace semi-privé pour vendredi soir. Ça coûtait environ 200 € juste pour la réservation, en plus de ce qu'on commanderait. Je leur ai demandé d'arranger des roses, des bougies, tout le tralala. Je leur ai dit que j'avais une annonce spéciale de prévue. Chloé m'a envoyé un texto le mercredi. Tu as réfléchi à ce dont on a discuté? Oui. Allons dîner vendredi. Les Crins Dorés à 19 h. Mets-toi sur ton 31. Sa réponse, OMG. Vraiment? Vraiment? Elle a appelé immédiatement. Lucas, tu es sérieux? C'est ce que je pense? Tu le découvriras vendredi. Je t'aime tellement. Il faut que j'appelle Manon.
Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Elle ne m'a même pas demandé si je l'aimais en retour. Le vendredi est arrivé. J'ai mis mon plus beau costume. Je l'ai retrouvée au restaurant. Elle était sublime. Maquillage parfait, coiffure professionnelle, portant la robe que je lui avais achetée pour son anniversaire. Tu es magnifique, lui ai-je dit, honnêtement. Merci. Il se pourrait que je me sois fait faire les ongles ce matin, juste au cas où. Elle a agité sa main gauche vers moi en souriant. On nous a installés dans l'espace semi-privé. C'est en gros un coin chic du restaurant, légèrement surélevé avec des voilages pour l'intimité. Traduction, tout le monde dans la salle principale peut quand même vous voir, mais ça donne une impression d'exclusivité. Parfait. Le dîner était agréable. Elle n'arrêtait pas d'orienter la conversation vers notre avenir, où nous vivrions, combien d'enfants, quel genre de lieu de mariage. Pas une seule fois elle ne m'a demandé ce que je voulais, elle m'a juste exposé ses plans et attendu que je sois d'accord. Le dessert est arrivé. Elle vibrait pratiquement d'anticipation. Je me suis levé, j'ai sorti l'écrin de ma poche, un écrin factice à 40 € que j'avais acheté dans une bijouterie. Ils les vendent pour les demandes où vous laissez la fiancée choisir la vraie bague plus tard. Une boîte vide, avec un joli velours. Le restaurant est devenu silencieux. Les gens ont remarqué. Les téléphones sont sortis. Je me suis agenouillé. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Sa main a couvert sa bouche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai ouvert la boîte. Vide. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Chloé, ai-je dit clairement, assez fort pour que les tables voisines entendent. Il y a 2 semaines, tu m'as posé un ultimatum. Tu m'as dit que j'avais 4 semaines pour te demander en mariage où tu partirais. Son sourire s'est figé. J'ai passé ces 2 semaines à réfléchir, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne veux pas épouser quelqu'un qui traite l'amour comme une transaction commerciale. Je ne veux pas épouser quelqu'un qui valorise plus les publications Instagram qu'un véritable partenariat. Et je ne veux absolument pas épouser quelqu'un qui pense que je lui dois une bague. Son visage est devenu blanc. Lucas, quoi? Donc, je ne te demande pas en mariage. Au lieu de ça, je mets fin à cette relation, ici et maintenant. Adieu, Chloé. Je me suis relevé, j'ai fermé l'écrin vide et je l'ai remis dans ma poche. Le silence était total dans le restaurant. Peut-être 40 personnes nous regardaient. La bouche de Chloé s'est ouverte et fermée. Aucun son n'en est sorti. Puis, tu m'as amené ici pour rompre avec moi? Tu m'as posé un ultimatum. Je te donne une réponse. Devant tous ces gens? Tu es fou? Tu voulais une demande en mariage public. C'est public. Elle s'est levée, faisant tomber sa chaise en arrière. Espèce de lâche, pathétique. Elle s'est reprise, à regarder tous les téléphones qui filmaient. Son visage s'est décomposé. Puis elle a hurlé. Juste un cri strident. Elle a attrapé son verre de vin et me l'a jeté dessus. Manqué, il a heurté le rideau derrière moi. Du verre partout. J'ai perdu 2 ans de ma vie avec toi. Et moi j'ai perdu 2 ans avec quelqu'un qui ne se souciait que du mariage, pas de la vie à 2. Elle s'est jetée sur moi. Littéralement. Le gérant du restaurant et un serveur l'ont attrapée. Madame, vous devez vous calmer. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? C'est là que la vraie crise de nerfs a commencé. Elle a essayé de renverser la table, hurlant à quel point j'étais une personne horrible, comment je l'avais menée en bateau, comment j'avais ruiné sa vie. La sécurité est intervenue et l'a escortée dehors alors qu'elle continuait de hurler. Je me suis rassis, j'ai fini mon dessert sous les regards de tout le monde, j'ai payé l'addition, 300 € au total, plus un pourboire de 50 € pour le personnel qui a dû gérer ça. Je suis parti par l'entrée de service, je suis rentré chez moi vers 22 h. Elle m'avait déjà appelé 23 fois. Des textos d'elle, de ses amis, même de sa mère. J'ai tout bloqué. Je suis allé me coucher. Mise à jour 1. La vidéo était sur Instagram dès le samedi matin. Je me suis réveillé avec des textos de mon frère. Mec, t'es sur TikTok. Cet angle de vue différent de la rupture. Le discours, le lancer de verre, l'escorte par la sécurité, le tout sur divers sons à la mode. La plupart des commentaires me soutenaient. Il a échappé belle,
imaginez poser un ultimatum à quelqu'un et être choqué qu'il parte, l'écrin vide, c'est légendaire. Mais les amis de Chloé, c'était une autre histoire. Manon a posté une longue tirade. Cet homme a publiquement humilié ma meilleure amie. Il l'a menée en bateau pendant 2 ans juste pour l'embarrasser devant des inconnus. C'est un homme violent et cruel. Le summum de la manipulation et de la masculinité toxique. Sophie l'a partagé. Chloé mérite tellement mieux. Elle lui a tout donné et il l'a détruite pour faire des vues. C'est dégoûtant. Chloé elle-même a posté « Je n'ai jamais eu le cœur aussi brisé. L'homme que j'aimais, celui qui, je le pensais, allait me demander en mariage, a plutôt choisi de m'humilier de la pire manière possible. Je suis dévasté. Veuillez respecter ma vie privée pendant cette période difficile. » L'ironie de demander le respect de sa vie privée tout en postant publiquement à ce sujet. Le dimanche après-midi, Diane, la mère de Chloé, s'est présentée à mon appartement. « Lucas, il faut qu'on parle. » « Non, merci. Vous avez humilié ma fille. » Elle m'a posé un ultimatum, j'ai répondu. Elle vous aimait. Elle planifiait votre avenir ensemble. Elle planifiait son avenir. J'étais juste le type censé le financer et être beau sur les photos. Ce n'est pas vrai. Vous déformez les choses. Diane, j'ai ces messages. Elle a dit à ses amis que je lui devais une demande en mariage. Ce n'est pas de l'amour. C'est un sentiment de dû. Ces messages ont été sortis de leur contexte. Un contexte où ils sonneraient mieux. J'adorerais l'entendre. Elle a bafouillé. Vous allez regretter ça. L'avocat de Chloé étudie le dossier. Le dossier de quoi? Rompre avec quelqu'un. Je suis assez sûr que c'est légal. Préjudice moral. Humiliation publique. Elle a des témoins. Super. Ces mêmes témoins l'ont filmé en train de me jeter un verre et d'essayer de renverser une table. Dites à son avocat que je lui passe le bonjour. Elle est partie, toujours furieuse. Lundi. J'ai reçu un appel de l'écrin doré. Le gérant, Antoine. Monsieur Martin. C'est Antoine de l'écrin doré. Nous devons discuter de vendredi soir. Mon estomac s'est noué. Y a-t-il un problème? En fait, non. Je voulais vous appeler personnellement. Votre situation nous a apporté beaucoup d'attention. Principalement positive. Les gens appellent pour réserver en demandant la table de la rupture. C'est bizarre, mais c'est bon pour les affaires. Oh, c'est une bonne chose. Voilà le truc. Mademoiselle Lefebvre nous a appelés, a exigé que nous supprimions nos images de sécurité, disant qu'elle nous poursuivrait pour violation de la vie privée si nous ne le faisions pas. Vous l'avez fait? Non, les images nous appartiennent, pas à elle. Elle était dans un établissement public. Aucune attente de vie privée. Mais je voulais vous prévenir. Elle menace aussi de nous poursuivre en justice. Je suis désolé que vous soyez mêlé à ça. Ne le soyez pas. La publicité en vaut la peine. Faites juste attention à vous. Elle semble déterminée. Il n'avait pas tort. Mardi, j'ai reçu une lettre du cabinet d'avocats Hampton et Associés en recommandé avec accusé de réception. Je l'ai parcouru. Beaucoup de jargon juridique qui se résumait à « Chloé engageait une procédure pour préjudice moral intentionnel ». Elle demandait 50 000 € de dommages et intérêts. Elle voulait aussi que je paie ses frais de thérapie, estimés à 10 000 €. Elle exigeait que je signe un accord de confidentialité sur notre relation et que je supprime toutes les photos et vidéos d'elle. J'avais 10 jours pour répondre, sinon il saisirait le tribunal. Je l'ai apporté à mon ami Grégoire, qui est avocat. Il l'a lu et a ri. C'est à mourir de rire. C'est vrai? Lucas, tu ne peux pas poursuivre quelqu'un parce qu'il a rompu avec toi, même si c'est public et embarrassant. Le préjudice moral, ça ne marche pas comme ça. Mais elle a un avocat. Un avocat qui a pris son argent pour écrire une lettre qui fait peur. Remarque qu'elle ne menace pas d'un procès spécifique, juste de vagues dommages et réclamations. C'est parce qu'ils savent que ça ne tiendra pas la route. Donc, je devrais l'ignorer? Non. Je vais rédiger une réponse. En gros, leur dire d'aller se faire voir, mais en langage juridique. Ça te coûtera peut-être 500 €. Fais-le. Il a envoyé la réponse le mercredi.
Poli mais ferme, Monsieur Martin a exercé son droit de mettre fin à une relation. Le comportement public de Mademoiselle Lefebvre, documenté par de multiples témoins, était de son propre fait. Aucun dommage n'est justifié. Il est conseillé à Mademoiselle Lefebvre d'abandonner cette affaire. Jeudi, Chloé s'est de nouveau présentée à mon appartement, cette fois avec Manon. J'ai ouvert la porte avec l'entrebâilleur. « Lucas, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » « Non. » 5 minutes. « S'il te plaît. » « Non. » Manon s'est avancée. « Mec, tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? » Elle reçoit des menaces de mort en ligne. Les gens l'insultent. C'est de ta faute. J'ai mis fin à une relation. Je n'ai pas dit aux gens de la harceler. Tu l'as humiliée publiquement. Elle s'est humiliée toute seule en jetant un verre et en hurlant. Chloé s'est mise à pleurer. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû te poser d'ultimatum. J'avais juste peur. S'il te plaît, on peut juste en parler ? Non, c'est fini. Passe à autre chose. Je ne peux pas. Tout le monde me prend pour une idiote. Ma famille n'arrête pas de me poser des questions sur toi. J'ai besoin de tourner la page. Tu l'as tournée à l'écrin doré. Au revoir. J'ai fermé la porte. Je les ai entendues dehors pendant encore 10 minutes. Elles ont fini par partir. Mise à jour 2. 2 semaines après le dîner, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Chloé a créé un compte TikTok et a commencé à poster sa version de l'histoire. Elle a publié des vidéos en larmes sur la violence psychologique. Comment je l'avais, love bombé, pendant 2 ans. Comment j'avais promis le mariage puis je le lui avais arraché. Comment la rupture publique était une cruauté préméditée. Les commentaires étaient partagés. Certains la croyaient. Certains la remettaient en question. Meuf, tu lui as posé un ultimatum. Tu t'attendais à quoi ? Elle a posté des captures d'écran de nos conversations texto. Soigneusement modifiées. Faisant croire que j'avais prévu de la demander en mariage. Puis que j'avais reculé à la dernière minute pour la blesser. Le problème, c'est qu'elle n'a pas montré les conversations complètes, juste des extraits qui soutenaient son récit. Alors, j'ai créé mon propre compte TikTok. Une seule et unique vidéo. J'ai posté les captures d'écran complètes, y compris son texto à ses amis où elle disait que je lui devais une bague, qu'elle planifiait déjà le mariage avant même que j'y pense, qu'elle disait à ses amis qu'elle avait investi 2 ans et qu'elle ne partirait pas les mains vides. J'ai aussi posté la chronologie. Son ultimatum, texto daté. Sa réaction excitée immédiate quand j'ai mentionné le dîner à l'écrin doré, daté. Ses suppositions sur la demande, daté. Légende, voici le contexte complet. Décidez par vous-même. Cette vidéo a fait 600 000 vues en 48 heures. Le vent a tourné. Les commentaires sur ces vidéos sont devenus hostiles. Pourquoi t'as pas mis les textos où tu dis qu'il te doit d'un truc, on dirait que tu voulais un mariage, pas une vie de couple, l'ultimatum, c'est de la manipulation. Elle a supprimé son compte en moins d'une journée. Mais elle n'avait pas fini. Vendredi après-midi, 3 semaines après la rupture, je suis rentré du travail pour trouver ma voiture rayée. De profondes rayures sur les 2 côtés. De la peinture en bombe sur le capot. Menteur. J'ai vérifié les caméras du parking de mon immeuble. Des images claires de Chloé, portant des lunettes de soleil et une capuche, rayant ma voiture à 14 heures. J'ai porté plainte. Dégâts estimés à 3 200 €. J'ai appelé Grégoire. Elle a vandalisé ma voiture. Tu as des preuves. La vidéo de surveillance. Porte plainte et maintient les charges. Elle est en train de perdre pied. J'ai fait les 2. La police a pris la plainte au sérieux, vu que j'avais des preuves vidéo claires. Ils ont dit qu'ils la contacteraient pour un interrogatoire. Ce soir-là, Diane a appelé depuis le téléphone de Chloé. Lucas, s'il vous plaît, retirez la plainte. Non. Elle a fait une erreur. Elle traverse une mauvaise passe. Elle a commis un délit. Il y a des conséquences. Vous voulez ruiner sa vie ? Elle pourrait avoir un casier judiciaire. Elle a rayé ma voiture. Elle peut faire face aux conséquences légales. C'est parce qu'elle vous a posé un ultimatum. Vous êtes vraiment aussi rancunier ? C'est parce qu'elle a détruit ma propriété.
C'est un problème différent. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est ma fille. Elle n'a pas toute sa tête. Elle a besoin d'aide, pas d'un casier. Alors trouvez-lui de l'aide. Une thérapie, peu importe. Mais je ne retire pas ma plainte. Elle a raccroché. Samedi, l'avocat de Chloé a envoyé une autre lettre, menaçant cette fois de me poursuivre en diffamation pour ma vidéo TikTok. Grégoire a de nouveau ri. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Tu as posté ses propres mots. Il n'y a pas d'affaire. Ils espèrent juste que je vais accepter un arrangement? Oui. Ils essaient de te faire peur pour que tu la paies pour qu'elle te laisse tranquille. Ça n'arrivera pas, bien. Je vais leur répondre à nouveau. Lundi, j'ai reçu un appel de la police. Chloé avait été inculpée pour dégradation de biens d'autrui. La date du procès était fixée à dans 6 semaines. Elle pouvait soit payer le dédommagement et faire des travaux d'intérêt général, soit aller au procès. Mardi, l'assurance a traité mon dossier. Ma franchise était de 500 €, mais ils allaient réclamer à Chloé le coût total des réparations. Ils ne rigolent pas avec le vandalisme documenté. Mercredi, Manon m'a envoyé un message privé sur Instagram. Tu es un monstre. Chloé est en train de s'effondrer. Elle a perdu son travail à cause des vidéos virales. Sa famille est furieuse contre elle. Elle peut à peine sortir de chez elle. Tout ça parce que tu as dû être mesquin et public pour une rupture. J'espère que tu es content. Je n'ai pas répondu, mais j'ai vérifié cette histoire de perte d'emploi. Chloé travaillait dans le marketing pour une marque de mode de vie. Ils avaient publié une déclaration « Nous nous séparons de mademoiselle Chloé Lefebvre avec effet immédiat. Sa conduite personnelle n'est pas en accord avec les valeurs de notre entreprise. » Brutal. Mais aussi, elle était devenue une crise de nerfs virale. Les entreprises n'aiment pas cette association. Jeudi, exactement 4 semaines après le dîner de la rupture, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. Bonjour, ici Leslie Hartman d'une chaîne d'information locale. Nous faisons un reportage sur les ruptures virales et leur impact. Nous aimerions vous interviewer sur votre expérience à l'écrin doré. Veuillez me rappeler. Je l'ai supprimé. Vendredi, Grégoire a appelé. L'avocat de Chloé a pris contact. Ils veulent tout régler à l'amiable. Tout. Abandon des poursuites pénales, abandon de toute poursuite civile pour les dommages à la voiture. Vous signez tous les deux des accords de confidentialité et vous suivez des chemins séparés. Ils paieront les réparations de ta voiture de leur poche. Et si je dis non? Elle va au tribunal, est probablement reconnue coupable de dégradation, doit payer le dédommagement de toute façon, plus les frais de justice. Tu peux potentiellement la poursuivre au civil pour les dommages. Tout le monde dépense plus d'argent et de temps. Que recommandes-tu? Honnêtement, accepte l'accord. Fais réparer ta voiture. Continue ta vie. Elle subit déjà les conséquences. Elle a perdu son travail, est devenue un exemple viral à ne pas suivre, a ruiné sa réputation. Traîner ça devant les tribunaux ne te fera pas te sentir mieux. Il avait raison. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste que ce soit fini. D'accord. Rédige l'accord. Sage décision. Mise à jour finale. L'accord a été signé il y a 2 semaines. Les termes, Chloé paie 3 200 € pour les réparations de la voiture. L'assurance me remboursera 2 700 € après la franchise, donc en fait, je gagne 200 €. Les poursuites pénales sont abandonnées sans possibilité de réouverture. Nous signons tous les deux des accords de confidentialité sur la relation. Plus de publications publiques, d'interviews, de commentaires. Une clause de non-contact. Aucun de nous ne peut contacter l'autre pour quelque raison que ce soit. Son avocat paie les honoraires de Grégoire, 1 800 € au total. J'ai pris l'argent, fait réparer ma voiture et je suis passé à autre chose. Qu'est-il arrivé à Chloé? J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle vit toujours chez sa mère Diane et son beau-père. Elle cherche du travail, mais les vidéos virales rendent les choses difficiles. Manon et Sophie se seraient éloignées d'elle après l'incident de la voiture. Elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux et suit une thérapie, selon les commentaires de Diane à des amis communs. Et moi? Ma voiture est superbe, mieux qu'avant en fait. J'ai bloqué toutes les personnes associées à Chloé. J'ai eu quelques rendez-vous.
Rien de sérieux pour l'instant. Le travail va bien. J'ai eu une promotion, en fait. Je me sens soulagé. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça, je n'ai pas organisé cette rupture publique pour l'humilier. Je l'ai fait parce qu'elle voulait une demande en mariage public. Elle voulait la performance, le public, la validation sociale. Alors je lui ai donné exactement ça, juste pas le résultat qu'elle espérait. Était-ce dur? Probablement. Aurais-je pu le faire en privé? Bien sûr. Mais elle avait déjà transformé notre relation en une pièce de théâtre, elle l'avait déjà changée en une compétition avec ses amis, elle m'avait déjà réduit à un rôle dans le script de sa vie. Le restaurant a juste montré clairement que je ne lisais plus son script. Les vidéos virales, la perte d'emploi, les poursuites pénales, c'étaient ses propres choix. Je n'ai pas jeté le verre, je n'ai pas rayé la voiture, je n'ai pas posté de capture d'écran manipulée. C'étaient ses réactions au fait de ne pas obtenir ce à quoi elle estimait avoir droit. Est-ce que je le regrette? Pas vraiment. Peut-être un peu le spectacle, mais pas la décision. Les ultimatums, c'est du poison pour une relation. Dès que quelqu'un dit « fais ça ou je pars », il est déjà parti émotionnellement. Il attend juste que vous obtempériez avant de rendre la chose officielle. J'ai choisi de ne pas obtempérer. Et oui, c'était chaotique, mais c'était honnête. Certains m'ont demandé si je me sentais mal pour son travail, sa réputation, tout ça. Honnêtement, elle a rendu ses résultats possibles par son propre comportement. J'ai mis fin à une relation. Elle a choisi de jeter des objets, de vandaliser des biens, de mentir publiquement. Ce n'était pas mes choix. Dure vérité, parfois les conséquences de vos actions sont rudes, et parfois vous ne pouvez blâmer personne d'autre que vous-même. 6 semaines se sont écoulées maintenant. La vie est belle, calme, sans drame. Exactement ce que je voulais quand je me suis agenouillé et que j'ai dit non.